À l'occasion de la 9e journée nationale des aidants qui aura lieu demain, samedi 6 octobre, dans toute la France, nous recevons ce matin une des responsables de l'association France Alzheimer. Catherine Olivet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association France Alzheimer en Seine-Saint-Denis. Oui. Je crois que ça fait un petit moment, puisque c'était en 1990. 28 ans. 28 ans. Il y a 25 ans, vous avez accompagné votre maman qui était atteinte d'un Alzheimer précoce. C'est même plus que ça, parce qu'elle est morte il y a 31 ans. Ouais. Mon engagement bénévole est né de cet accompagnement. De cet accompagnement. Oui. Aujourd'hui, vous allez nous raconter, peut-être pas forcément votre histoire, mais celle de toutes les familles que vous accompagnez. En Seine-Saint-Denis, elles sont pleines 900. Vous avez aussi un engagement au sein de l'espace éthique d'Île-de-France. Voilà, oui, ça depuis 25 ans. Je travaille bénévolement, bien sûr, au sein de l'espace éthique d'Île-de-France, dans lequel nous abordons tous les sujets de ce que j'appellerais les vulnérabilités. Catherine Olivet, 9e journée nationale des aidants. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend enfin en compte dans notre pays la situation des aidants, la difficulté à accompagner une personne malade ou handicapée ? Ne serait-ce que d'avoir une journée nationale, c'est déjà une forme de reconnaissance, c'est-à-dire sortir d'une invisibilité absolue. Maintenant, c'est pas plus que ça, mais c'est déjà beaucoup. Je veux simplement dire que sous ce terme d'aidant, on recoupe des situations incroyablement diverses. Depuis la maman d'un jeune bébé polyhandicapé, avec des atteintes lourdes et multiples de ses capacités physiques et mentales, jusqu'au vieux conjoint d'une dame atteinte d'une maladie d'Alzheimer. On passe par tout le champ des handicaps, des aidants de handicap physique, de handicap sensoriel, enfants, adultes, personnes âgées. Donc ce simple mot-là, il nécessite impérativement d'être éclairé, parce qu'en réalité, les situations sont incroyablement diverses. Et qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces situations ? Le lien, c'est d'accompagner. Je pense, c'est être aux côtés d'eux, aux côtés d'une personne, quel que soit son âge et quelles que soient ses atteintes, aux côtés d'une personne qui a des besoins dans son autonomie, des besoins d'aide pour se défendre, pour accéder à certains droits, pour tout simplement vivre dans tout le sens plein du mot vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un statut officiel du rôle d'aidant ? Est-ce que c'est reconnu ? Est-ce qu'on peut se prévaloir d'être l'aidant d'une personne malade ou handicapée ? Alors, il y a quelques droits liés au statut d'aidant qui ont été créés, mais malheureusement, en particulier pour tous les aidants qui sont en activité professionnelle, ces droits-là ne sont pas assortis de compensation financière. Et je dirais, pour y faire appel, il faut avoir les moyens, ou il faut avoir un conjoint qui vous permet de vivre sans travailler pendant que vous êtes aidant, investi auprès d'une personne qui en a besoin. Donc en réalité, il y a des petites avancées qu'il ne faut pas nier, mais elles sont quand même encore extrêmement restreintes. Dans notre pays, que l'on soit riche ou pauvre, la vie d'un aidant n'est pas la même. Je crois qu'en profondeur, que l'on soit riche ou pauvre, la vie n'est pas la même, mais au niveau des motivations et des capacités à se faire aider soi-même, aider l'aidant. Mais fondamentalement, c'est pas l'argent qui change quelque chose. C'est la profondeur de l'engagement. C'est le désir de l'engagement. Je rappelle que l'amour n'est pas une obligation. Il y a aussi tout ce qui relève des obligations, je dirais, du devoir, du sens du devoir. Il y a aussi tout ce qui relève de l'obligation de la loi. On peut être voisine de palier et être une aidante ponctuelle et qui montre sa solidarité, mais seuls certains aidants ont des obligations légales, en particulier des obligations financières. C'est-à-dire les parents et les conjoints ? Parents, conjoints, enfants et petits-enfants sont légalement ce qu'on appelle des obligés alimentaires. Ils ont des obligations légales que n'ont pas tous les autres qui peuvent s'inscrire dans un parcours
de solidarité sociétale, de voisinage. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est un appel à nous engager aussi pour aider ceux qui sont à côté de nous, sans être forcément obligés par la loi. Alors, c'est sûr que je vais pas moi dire autre chose alors que j'ai un engagement bénévole très investi depuis 28 ans. Mais je crois que c'est quand même un problème de vie de société, c'est un problème de regard sur les autres. Est-ce que je suis capable de faire abstraction de tous les autres pour ne me consacrer qu'à mon nombril, quoi. Donc c'est une vraie solidarité, mais dans le sens noble du mot. Je veux dire par là que vous avez des obligations de solidarité par les prélèvements sociaux sur votre feuille de paye, sur votre retraite, etc. Ça, c'est une solidarité obligatoire. C'est une solidarité Mais contrainte. on peut aller au-delà. Mais on peut aller bien au-delà. Et des milliers de personnes... Vous, votre engagement, vous le faites en mémoire de votre maman ? Je suis pas très... Je ne sais pas si c'est en mémoire. C'est en tout cas certainement éclairé par l'intense solitude qui était à l'époque d'accompagner un parent atteint, ou un conjoint atteint d'une maladie de type Alzheimer, pour parler au sens large du mot de ces maladies neuroévolutives. C'était un désert absolu. Et c'est l'expérience du désert qui m'a fait penser que c'était pas possible de laisser les autres dans le désert. Catherine Olivet, j'aimerais qu'on s'arrête peut-être maintenant plus précisément sur les aidants de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Tout commence par l'annonce du diagnostic. Et là, l'effondrement, il est pour la personne malade, mais aussi pour celui ou celle qui l'accompagne. Alors, tout commence pas par l'annonce du diagnostic, puisqu'on sait que statistiquement, les troubles sont identifiés déjà au moins 2 ans avant le diagnostic. Il y a le soupçon qui commence en moyenne. Par contre, il y a entendre de ses propres oreilles ce qu'on soupçonne, ce qu'on craint. Mais vous savez, toutes les annonces de maladies graves, quelles qu'elles soient, sont des moments de fracture dans l'existence. On a beaucoup parlé aussi de l'annonce du diagnostic de cancer, par exemple, l'annonce d'un diagnostic de maladie grave chez l'enfant, etc. etc. Donc, je veux dire, c'est de toute manière une fracture de votre existence, parce qu'elle ne vous permet plus de faire semblant. Ce qui était le cas avant l'annonce du diagnostic. Bien sûr, on peut toujours faire semblant, surtout avec ce type de maladie neurologique qui touche majoritairement des gens âgés. L'âge n'est pas la cause, tous les malades ne sont pas vieux, un certain nombre d'entre eux ont malheureusement 35 ans, 40 ans, 50 ans, comme c'était le cas de ma maman, mais c'est quand même une maladie liée à l'âge, dont l'âge est un facteur aggravant. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre une terrible nouvelle d'une maladie que l'on ne sait pas encore aujourd'hui. Une fois qu'on sait, après, il faut s'organiser et apprendre à vivre, alors que chaque jour, il y a des capacités qui diminuent. Alors, il faut apprendre. Il faut apprendre à ne pas rester seul. Il faut apprendre, ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que cette fichue maladie et surtout ses conséquences. Ses conséquences au quotidien. Avoir le nom ne vous apprend pas à affronter deux choses, les conséquences au quotidien et l'évolution inexorable. Et petit à petit, on devient expert ? C'est très à la mode, les patients experts. Vous y croyez pas ? C'est le mot expert qui me gêne, mais là je prendrais plutôt ma casquette éthique. On est expert que de soi-même. Par contre, on peut être un patient témoin ou un aidant témoin. C'est le cas dans ce type de maladie, dans l'engagement bénévole auprès des aidants familiaux, c'est être des témoins, des pairs. PAIRS, qui vont pouvoir avoir un autre mode de relation que le mode de relation du professionnel, avec un mode expérientiel qui est déjà mieux que le mot expert. Ce qui fait la différence, c'est l'amour et puis les années passées. Ce qui fait la différence, c'est de dire juste une seule phrase. Je l'ai vécu. Point. Il ne s'agit pas d'étaler sa propre et individuelle expérience. Il s'agit juste de dire « je suis votre père », PAIR. Et donc, ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je l'ai vécu et je vous écoute d'une autre façon.
Catherine Olivet, cette année, cette journée des aidants est sous le signe de la santé des aidants, parce qu'on se rend compte qu'ils ont des gros soucis de santé. La charge d'une personne malade ou handicapée a des conséquences sur leur santé. Alors leur santé psychologique, ils sont souvent fatigués, il y a souvent des effondrements, et puis aussi sur leur santé physique. Alors il est clair que nous avons toute une marge de manœuvre et de progrès à faire dans le champ de la santé des aidants. Un des premiers chiffres qui est tombé il y a déjà beaucoup d'années, c'est que les conjoints âgés de malades d'Alzheimer avaient une augmentation de leur mortalité propre comparée à des personnes du même âge, qui étaient, selon les études, entre 40 et 60% d'augmentation. Je veux dire, c'est monstrueux. Moi-même, j'ai enterré mon papa, foudroyé à toute vitesse par un cancer, 8 semaines avant le décès de ma propre maman d'une maladie arrivée à son terme d'évolution. Donc on voit bien que la santé et surtout la qualité de l'accompagnement de l'aidant, surtout Qui pour aider les aidants, c'est ça ? Voilà, si sa santé physique. Parce que quand on est un aidant de 80 ans, on a ses propres vulnérabilités physiques de santé. Je rencontre une quantité d'aidants qui ont un cancer, qui ont un diabète, auxquels on a opéré les hanches. Enfin, vous voyez, tout, voilà. Donc, une des meilleures préventions, c'est faire déjà que la santé physique et morale, psychique de l'aidant soit le plus longtemps possible préservée. La tentation, c'est de se négliger quand on se consacre à son conjoint ou à ses parents ? Tentation absolue, surtout quand les conjoints aidants sont âgés. Moi, madame, je suis mariée depuis 53 ans. Voilà, c'est la première. Vous ne croyez quand même pas que je vais l'abandonner. Et l'abandonner dans l'esprit, par exemple, des aidants âgés, c'est la confier à un professionnel. C'est mettre dans un EHPAD. Voilà, c'est déjà une forme d'abandon. Donc il faut remonter cette perception pour leur dire, ça n'est pas les abandonner, c'est mieux les accompagner. On est toujours dans la culpabilité ? Oui, toujours. Les maladies évolutives, quelles qu'elles soient, qui sont inexorables et qu'on ne sait pas ni stopper, encore moins guérir aujourd'hui, de toute manière, vous donne toujours cette culpabilité en tant qu'aidant de ne pas en faire assez, de ne pas être assez fort, de ne pas... voilà, vous avez cette fichue régénération des femmes pivots qui est bien connue dans la génération des aidants, qui ont aux environs de 55 ans. Elles ont un papa ou une maman malade, quelquefois le couple parental qui sont tous les deux atteints de pathologies lourdes. Elles ont quelquefois une grand-mère de 105 ans qui est toujours vivante. Elles ont des enfants qui ont 30 ans ou 35 ans qui sont en plein marasme parce qu'ils sont au chômage ou parce qu'ils sont en train de divorcer. Et puis, ils ont des petits-enfants. La vie est parfois très lourde. La vie, je dirais, le symbolique de la charge multiple, c'est la génération des femmes pivots de 50 ans. Et notre société, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider ces femmes pivots, mais aussi toutes ces personnes qui sont dans ces situations-là ? Écoutez, pour l'avoir vécu il y a 35 ans, plus de 35 ans, du temps de ma maman, et puis pour le vivre aujourd'hui aux côtés de très nombreuses filles dans cette situation, j'ai pas franchement la sensation que ce soit beaucoup amélioré. Je vois des améliorations, par exemple, dans des grands groupes. D'entreprises qui vont mettre en place des actions dédiées à leurs salariés en situation d'aidant. Donc c'est une vraie démarche, c'est un vrai progrès, c'est infinitésimal. On pourrait imaginer que les villes s'emparent de cette question-là et organisent des temps de répit pour les aidants. On pourrait l'imaginer. On se heurte à des tas de contraintes multiples en termes de droit du travail pour envoyer des soutiens à domicile, en termes de graves erreurs. Enfin, moi, c'est ce que je constate vraiment quotidiennement. C'est l'intrusion au domicile. C'est-à-dire tout ce qu'on met en œuvre au domicile, les professionnels ne mesurent pas que s'ils apportent de l'aide, oui,
L'aide est inadaptée, la forme est inadaptée, elle est atrocement intrusive. Quelqu'un va passer chez vous, vous ne savez pas qui, vous ne savez pas son nom, il passera entre 8h30 et 11h30. Vous savez, un peu comme les livraisons des colis à domicile. C'est atroce parce que c'est insupportable au long cours. Cette intrusion de vous ne savez pas qui, vous ne savez pas à quelle heure, qui vous est envoyé avec plein de bonnes intentions, mais qui finit par être atrocement dérangeant, déstabilisant. Donc il faut que les services sociaux, il faut que les médecins, les services médicaux apprennent à avoir un petit peu plus de douceur, de tact avec les aidants. Je crois qu'on a un problème organisationnel surtout. Hein. Pardon. Reprenez-vous. Oui. Insuffisance de moyens mis en face, je parle de moyens professionnels, qui font qu'effectivement les horaires sont inadaptés, etc. Catherine Olivet, si on n'avait qu'un seul message à passer à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui sont en charge d'une personne malade ou handicapée, c'est prenez soin de vous. Ah, ça c'est certain. Et appuyez-vous sur le bénévolat. Le bénévolat est probablement la plus belle forme de la solidarité généreuse et gratuite. Merci beaucoup Catherine Olivet. Je rappelle que vous avez fondé l'antenne locale en Seine-Saint-Denis de l'association France Alzheimer. Merci beaucoup d'avoir été notre grande invitée ce matin.